Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire consacré aux soignants et aux risques de contamination dans le cadre du Covid-19. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux particularités de la kinésithérapie respiratoire chez les enfants. Pour commencer, intéressons-nous au cas de Covid-19 chez les enfants. Alors, selon plusieurs données, et notamment cette revue systématique de Meta en mai 2020, on voit que les enfants semblent avoir un faible taux de cas observés de Covid-19, mais par contre peuvent avoir des taux similaires aux adultes d'infection au SRAS-CoV-2. Cet écart peut s'expliquer par le fait que les enfants sont asymptomatiques ou peut-être trop légèrement infectés pour attirer l'attention des médecins et ainsi être testés et comptés dans les cas observés de Covid-19. Par contre, alors que de nombreux scientifiques ont spéculé sur la transmission par les enfants et sur leur contribution à la propagation de l'épidémie, il n'y a malheureusement encore que peu d'évidence et de preuves directes de cette situation. Et de même, l'étude Princeps sur laquelle on s'est largement basé pour traiter ce sujet semble contestable scientifiquement et malheureusement n'est pas passée par un peer reviewing. Si on s'intéresse au cas de Covid-19 dans la population pédiatrique, on peut reprendre ici cette étude de Dong publiée en avril 2020 dans Pédiatrique sur la population chinoise et un échantillon de patients en dessous de 18 ans. Et on peut voir que dans cette population, eh bien, on retrouve 94% des enfants qui se retrouvent avec des formes asymptomatiques, légères ou modérées, et que peu d'enfants sont concernés par les formes sévères ou critiques. De même, aux États-Unis, si on suit ce rapport du CDC, donc le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, dans un rapport qui comptait les patients dépistés Covid-19 entre février et avril 2020, on retrouve environ 149 000 patients et dans ces 149 000 patients, seulement 1,7% étaient des patients pédiatriques. Dans ces 1,7%, seulement 73% ont présenté des symptômes, c'est-à-dire fièvre, toux ou dyspnée, et seulement 5% environ ont été hospitalisés. Sur les 149 000 patients, également, on a observé seulement 3 décès pédiatriques, c'est-à-dire 0,002% de décès de la population totale. Alors, si on observe le graphique sur la droite, on peut déjà voir une différence notable entre les enfants de moins de 10 ans et les enfants de plus de 10 ans, mais également on peut observer une différence qui apparaît assez claire sur le taux d'hospitalisation dans la population d'enfants de moins de 1 an par rapport aux autres groupes d'âge. Et par contre, au niveau de la prise en charge en soins intensifs, on reste dans des chiffres qui sont globalement les mêmes. En comparaison avec les adultes, on voit donc qu'il y a peu d'enfants Covid-19 qui sont hospitalisés, peu d'enfants qui également présentent des symptômes, et on a donc une différence notable avec les enfants de moins de 10 ans par rapport aux enfants de plus de 10 ans. Après cette brève mise en contexte, intéressons-nous maintenant à la dispersion des gouttelettes en pédiatrie. Si on reprend la figure exposée par Grégory dans le premier webinaire, la dissémination des particules va être influencée premièrement par le patient et les gestes barrières qu'on peut utiliser chez ce patient. La transmission et les facteurs déterminant cette transmission que sont la caractéristique des particules, la dose virale et l'environnement dans lequel se trouve le patient. Et puis, le soignant et tous les gestes barrières qui peuvent être utilisés par celui-ci, comme le masque dont vous a parlé William dans le précédent webinaire. Dans cet exposé, nous allons évidemment nous intéresser aux patients, avec les caractéristiques que peuvent avoir les patients pédiatriques, mais également aux différentes petites autres caractéristiques qui vont être propres à la pédiatrie. Dans cette illustration, on peut observer les différents mécanismes de dissémination et de dispersion
que ce soit l'aérosолation, la toux, l'éternuement ou l'expiration du patient. Pour le patient pédiatrique, on va observer des différences par rapport à l'adulte en termes de volume respiratoire, de débit et de caractéristiques anatomiques qui vont influencer ces différents facteurs. Si on s'intéresse premièrement à la toux et que l'on observe ce qu'on appelle le pico flow, donc le débit expiratoire à la toux, eh bien on a des résultats chez l'adulte en moyenne entre 300 et 800 litres minute, pico flow qui va dépendre de l'âge, des caractéristiques anatomiques, de la population, mais également du sexe du patient. Chez l'enfant, eh bien, on va observer des pico flow qui sont déjà assez importants et par exemple, dans une population qui a 8 ans, on va observer en moyenne déjà plus de 50% des patients qui vont avoir un pico flow important avec des valeurs de plus de 300 litres minute, se rapprochant des moyennes inférieures chez l'adulte. Si on s'intéresse à la respiration des enfants, la première chose, c'est de s'intéresser à l'enfant de moins de 6 mois, du petit enfant, qui va avoir une respiration nasale essentiellement, et donc c'est une donnée importante que l'on va prendre en compte lorsqu'on parlera par exemple du port du masque. Ensuite, l'enfant va respirer avec une fréquence respiratoire plus élevée que l'adulte, mais avec un plus petit volume courant et va avoir une ventilation minute qui va être plus faible que l'adulte. Si on regarde par rapport à l'expiration, par rapport à la toux qu'on a vu dans la dia précédente, eh bien la dissémination des gouttelettes va être différente pour l'enfant, avec peut-être une dissémination moins longue au niveau de la portée, mais également il faut prendre en compte les caractéristiques anatomiques et notamment la taille. C'est évident que si on prend, comme sur cette illustration, une personne d'1,63 m et puis qu'on prend un enfant qui a une taille d'1 mètre, eh bien la dissémination et la retombée des gouttelettes va se passer de manière différente pour un enfant. Autre paramètre très important à prendre en compte, c'est pour nos petits-enfants qui sont encore non marchands et qui se baladent à quatre pattes ou qui sont déposés sur le sol, eh bien ça veut dire qu'ils sont plus à même aussi d'être dans les zones contaminables s'ils sont entourés d'adultes ou d'autres personnes. Parlons maintenant d'aérosol thérapie. Plusieurs sociétés belges pédiatriques se sont réunies pour répondre à différentes questions concernant le Covid-19 en pédiatrie. Concernant l'aérosol, à la question si l'aérosol présentait un danger pour le personnel de soins quand il est réalisé chez les enfants suspects au Covid-19, ils sont arrivés aux mêmes problématiques que chez les adultes, c'est-à-dire que la nébulisation pouvait générer une toux du patient contaminant l'air et le dispositif nébuliseur, que la nébulisation pouvait générer des pertes d'aérosol dans l'air ambiant, comme on voit ici sur la figure à droite, et que le réservoir du nébuliseur pouvait être contaminé par la salive du patient lors de la séance d'inhalation et en conséquence aérosoliser le Covid-19 dans l'air ambiant. C'est d'autant plus vrai chez les enfants qui vont avoir tendance à plus baver que chez l'adulte. Les différentes stratégies pour administrer de façon efficace et sûre des aérosols chez les patients Covid-19 en pédiatrie, comme préconisé par le GATT ou la littérature, comme ici l'article de Harry publié en avril 2020 dans Respiratory Medicine, sont donc premièrement d'éviter l'administration inutile de médicaments en aérosol, d'utiliser en première intention les aérosols doseurs et les inhalateurs à poudre sèche. Si ces aérosols doseurs ou d'inhalateurs à poudre sèche sont indisponibles ou inadaptés pour l'enfant, il va falloir utiliser un nébuliseur muni d'un filtre sur le circuit expiratoire, comme vous voyez ici, par exemple avec l'Isoneb. Prévenir, si vous avez des patients asthmatiques, les crises d'asthme et les compensations en instaurant le traitement de fond ou en augmentant la compliance pour réaliser ce traitement de fond. Et si vous devez réaliser les séances de nébulisation, eh bien, il va falloir les faire dans une pièce ventilée
et isolé des autres personnes soignantes. Si vous devez aller dans une pièce où il y a eu une nébulisation, eh bien, il faut porter un masque type FFP2 jusqu'à 3 heures minimum après la séance de nébulisation pour toute personne amenée à se trouver dans la pièce où cette nébulisation a été réalisée. Qu'en est-il de la kinésithérapie respiratoire? Une équipe londonienne, menée par Anita Simmons et Michel Chatwin, a montré que la kinésithérapie respiratoire générait des gouttelettes durant sa réalisation et que ces gouttelettes étaient de taille supérieure à 10 micromètres. Donc, les patients peuvent contaminer les surfaces jusqu'à 1 mètre selon cette étude et que donc les soignants travaillant à moins de 1 mètre d'un patient infecté doivent se munir de protections respiratoires adaptées. En pédiatrie, les résultats de cette étude sont importants à prendre en compte étant donné la proximité qu'on va avoir avec l'enfant. En effet, comme on voit sur ces deux illustrations, que ça soit le visage du thérapeute ou les vêtements, ils se trouvent régulièrement à moins d'1 mètre du patient. De même, lorsqu'on va réaliser des gestes tels que une aspiration ou la pose de la ventilation non invasive, le contact avec le patient, mais également l'exposition du soignant à moins d'1 mètre du patient vont être importants en pédiatrie. Pour les soignants travaillant en néonatologie, on pourrait penser que les couveuses protègent de la dispersion des gouttelettes et peuvent permettre de se passer des moyens de protection utilisés avec les autres patients en pédiatrie. Cependant, une étude faite par Prosianov et collègues ont montré que actuellement, en néonatologie, il y avait peu d'évidence et qu'il y avait besoin de plus d'informations pour pouvoir se passer de ces moyens de protection et qu'actuellement, les recommandations étaient les mêmes que pour les patients hors couveuse. Les recommandations du groupe de travail belge pour les patients atteints de Covid-19 nous permettent de résumer les mesures à appliquer par le kiné lors d'une kinésithérapie respiratoire. Premièrement, les procédures locales de protection et d'isolement doivent être scrupuleusement appliquées en évitant une exposition inutile au virus lors du contact avec le patient. Deuxièmement, la kinésithérapie respiratoire doit être appliquée de façon raisonnée et justifiée et ne sera pas systématique. Le groupe de travail insiste qu'elle est rarement utile dans le traitement des infections respiratoires chez l'enfant, sauf en cas de pathologies associées comme les pathologies neuromusculaires ou les patients atteints de mucoviscidose. Ensuite, les bronchodilatateurs sont indiqués pour le traitement du bronchospasme s'il est présent et il se fera de préférence via des puffs et via une chambre d'inhalation. L'utilisation de nébuliseurs comporte un risque théorique d'aérosolisation du virus et les recommandations de l'hygiène hospitalière doivent être respectées scrupuleusement selon les recommandations par exemple faites par le GATT. Une question importante dans la crise Covid pour les thérapeutes, c'est est-ce que l'enfant que je suis doit porter un masque ou non? Cette question est également très importante pour les parents et pour les enseignants avec la reprise de la fréquentation scolaire, mais également la reprise des cours en collectivité et la fréquentation plus importante des crèches depuis les mesures de déconfinement. L'Académie américaine de pédiatrie recommande le port du masque pour tous les enfants au-dessus de l'âge de 2 ans. De nombreux problèmes sont liés à l'utilisation du masque chez les enfants. Premièrement, la disponibilité des tailles, mais également l'ajustement qui n'est pas toujours adéquat chez les enfants. Deuxièmement, cela implique un apprentissage et un suivi des parents, mais également des enseignants, qui n'est pas toujours aidé par la coopération des enfants. En effet, les enfants peuvent mal tolérer le masque et s'en débarrasser assez rapidement ou, comme ce sont des enfants, essayer de le retirer dès que possible. Et alors, le masque devient une contrainte avec évidemment la problématique que les enfants ne doivent pas être forcés et que on va avoir des difficultés à maintenir le masque de manière efficiente sur le visage de l'enfant. Dans le port du masque,
On pourrait se dire que le plus important, ce serait que ce soit les enfants à risque qui portent un masque et que c'est moins important chez les enfants sains. De manière générale, pour les enfants au-dessus de 2 ans, l'Académie américaine de pédiatrie met tout le monde à égalité, mais insiste par contre sur le fait que les difficultés liées au port du masque sont plus importantes chez les enfants sains, alors que chez les enfants à risque, qui ont peut-être des maladies chroniques, eh bien, ils sont plus habitués à porter un masque, que ce soit en hospitalisation ou lors de mesures de protection en ambulatoire. Et chez les enfants avec des maladies chroniques, on a moins de difficultés à porter le masque et on a une meilleure tolérance. Donc en résumé, si les enfants tolèrent mal ou ne gardent pas leur masque, ils vont avoir tendance à l'enlever, à le toucher, à toucher leur visage et à se contaminer les mains, le visage ou les vêtements. Et donc cela va en fait favoriser le développement d'une infection, contrairement à l'effet désiré avec le port du masque. Si le port du masque est recommandé pour les enfants de plus de 2 ans, pour les enfants de moins de 2 ans, il est prohibé et terriblement dangereux. Pour des raisons anatomiques, parce que les voies respiratoires sont plus étroites, que l'enfant de moins de 6 mois a une respiration essentiellement nasale, et qu'il a plus de risques de difficultés respiratoires, mais surtout parce que l'enfant de moins de 2 ans est incapable d'enlever le masque sans aide, il est incapable de communiquer s'il y a un problème lié au port du masque, et on a d'énormes risques de suffocation chez les enfants de moins de 2 ans qui portent un masque. C'est comme mettre un drap sur leur visage. Donc le masque est interdit chez les enfants de moins de 2 ans, mais il sera aussi interdit chez les enfants qui sont inconscients, incapables de l'enlever par eux-mêmes, et également chez les enfants qui présentent des difficultés respiratoires aiguës. Lors de cette épidémie, il n'y a pas que la chloroquine qui a fait polémique. On a observé beaucoup de débats également autour du rinçage nasal ou du lavage des nez ou encore du mouchage au sérum physiologique concernant le traitement mais également la prévention du Covid-19. Même si le rinçage nasal est utilisé de manière très régulière chez les enfants et lors de la réalisation des kinésithérapies respiratoires, aucune étude n'existe actuellement pour asseoir un dispositif ou un liquide et une technique à utiliser de façon préférentielle. De même, une étude Cochrane, donc une revue systématique, s'est intéressée sur les effets de l'irrigation nasale avec une solution saline contre les symptômes d'infection aiguë des voies respiratoires supérieures, et même si les auteurs ont conclu que cela pouvait avoir possiblement des avantages dans le soulagement des symptômes de ces infections aiguës des voies respiratoires supérieures, il manquait encore d'évidence et d'études avec des populations importantes pour avoir des conclusions claires et que des futurs essais étaient nécessaires pour pouvoir avoir des résultats standardisés et cliniquement significatifs. Dans le cadre spécifique du Covid-19, seule une étude publiée par Singhal dans Lung India en 2020 s'est intéressée à l'effet préventif du rinçage nasopharyngé pour traiter les infections des voies respiratoires supérieures et ainsi extrapoler si le rinçage nasopharyngé pouvait prévenir le Covid-19. Malheureusement, les conclusions de cette revue systématique sont relativement faibles et également les auteurs ont rassemblé différentes techniques qui étaient parfois totalement opposées, comme le rinçage nasal avec
du sérum physiologique ou la gargarisation de thé dans différentes études qui concernaient également des patients tant pédiatriques que adultes. Pour avoir des résultats, on peut peut-être compter sur le clinical trials qui est en cours par une étude menée par une équipe américaine sur l'impact de l'irrigation nasale sur la charge virale des patients atteints de Covid-19. Même si cette étude va rassembler 90 participants, elle ne concernera malheureusement qu'une population adulte et non pédiatrique, et nous devrons attendre juin 2022 selon le Clinical Trials pour avoir les résultats de cette étude. Les seules recommandations qui existent actuellement sont celles de l'OMS et elles vont dans le sens que se rincer le nez régulièrement avec une solution saline n'a pas d'effet préventif sur une infection au SARS-CoV-2, de même qu'il n'y a aucune évidence que de se rincer le nez régulièrement avec une solution saline protège les patients contre une infection au coronavirus. Une dernière question importante se pose pour le kinésithérapeute respiratoire pédiatrique, mais elle est importante aussi pour n'importe quel kinésithérapeute pédiatrique ou même kinésithérapeute qui s'occupe de patients adultes. C'est la désinfection du matériel et en pédiatrie des jouets utilisés lors des thérapies, mais également dans le cadre des salles d'attente au cabinet ou à l'hôpital. Les différentes recommandations des sociétés de pédiatrie, de kinésithérapie et les données retrouvées dans la littérature se regroupent pour dire qu'il faut limiter le matériel utilisé, individualiser un maximum le matériel utilisé, quitte à favoriser un matériel qui est propre au patient et que le patient, par exemple, dans le cadre du matériel respiratoire comme le flotteur ou le PEP système, eh bien que le patient apporte son propre matériel pour réaliser la séance. Bien veiller à la désinfection des mains des enfants, des parents et du thérapeute. Favoriser la présence d'un seul accompagnant et ne pas oublier que même si l'accompagnant est avec un enfant de moins de 2 ans, ça ne le dispense pas du port du masque. Enfin, c'est important de bien désinfecter le matériel, le local de manière appropriée, et ce n'est pas le cadre de ce webinaire aujourd'hui, mais bien suivre les recommandations des différentes sociétés et prévoir, si c'est nécessaire, du temps entre deux patients pour pouvoir aérer et désinfecter la pièce ou le cabinet où les patients sont suivis. Pour conclure, reprenons l'illustration que nous avons utilisée au début et au cours de cette présentation, nous avons parcouru les caractéristiques pédiatriques liées aux patterns respiratoires, à la dissémination du virus et aux protections et aux mesures nécessaires pour les soignants s'occupant de patients pédiatriques dans le cadre de cette épidémie du Covid-19. Cependant, le kinésithérapeute respiratoire en pédiatrie a un rôle essentiel dans la prise en charge des patients Covid-19. En effet, de par son aptitude à évaluer les patients qui lui sont adressés et à pouvoir réorienter de manière appropriée ces patients, si besoin, vers les urgences ou vers le pédiatre suite à son évaluation ou à son raisonnement clinique, et chaque kiné a la nécessité d'avoir bien en tête les symptômes et signes respiratoires liés à la symptomatologie propre à l'épidémie Covid-19 afin d'être le plus efficient possible et d'être vigilant pour ne pas prendre en charge de manière inappropriée un patient et ne pas passer à côté de mesures de protection chez un patient à risque. Enfin, n'oublions pas que les gestes les plus efficaces pour les enfants comme pour les thérapeutes sont des mesures simples, c'est-à-dire un lavage des mains efficace et approprié, et idéalement éviter que l'enfant ou le thérapeute touche son visage, sa bouche ou ses yeux. Pour accompagner les enfants,
dans ces mesures et pouvoir leur expliquer de manière appropriée le Covid-19 et les mesures barrières pour se protéger, je vous conseille de recourir à des ressources disponibles comme cette brochure réalisée par le CHU de Liège, le Covid-19 expliqué aux enfants. Je vous remercie de votre attention.